Raymond Domenech a toujours parlé comme on lance un tacle, sans reculer, sans arrondir les angles, parfois sans regarder qui tomberait au passage. Alors, quand un homme pareil se tait soudain sur l'essentiel, faut-il y voir de la pudeur ou l'aveu qu'il y a, derrière le personnage public, une vérité plus fragile que son arrogance légendaire? Et si, au fond, toute l'histoire de Raymond Domenech n'avait jamais été celle d'un simple sélectionneur contesté, mais celle d'un homme qui a passé sa vie à se cacher derrière la provocation pour ne jamais avoir à dire où ça faisait mal. Raymond Domenech est né le 24 janvier 1952 à Lyon, bien avant de devenir une silhouette crispée au bord d'un banc, bien avant Kneissna, bien avant les conférences de presse tendues et les formules qui blessent. Il fut d'abord un enfant façonné par la rigueur du football. Défenseur latéral, il s'est construit moins sur l'élégance que sur l'obstination. Sa carrière de joueur l'a mené de l'Olympique lyonnais à Strasbourg, puis au PSG, à Bordeaux et enfin à Mulhouse. Il a aussi porté 8 fois le maillot de l'équipe de France entre 1973 et 1979. Cette trajectoire n'avait rien d'une légende romantique. Elle ressemblait déjà à Domenech lui-même, solide, rugueuse, disciplinée, parfois plus respectée qu'aimée. Puis vint l'autre vie, celle qui forge plus sûrement les réputations que les tacles gagnés, le banc. À partir de 1993, Domenech prend en main les espoirs et pendant 11 ans, il travaille dans l'ombre sur cette matière incertaine qu'on appelle la jeunesse. Sous sa conduite, plusieurs futurs champions du monde de 1998 passent par les Bleuets. L'affrancement rappelle aussi qu'il mène la France Espoir durant une longue période avant d'être nommé sélectionneur des A le 12 juillet 2004. Ce détail compte, parce qu'il rappelle une vérité souvent engloutie par le vacarme de 2010. Domenech ne sort pas de nulle part. Avant d'être le visage d'un naufrage national, il a été pendant des années l'un des maillons de la formation française. Et pourtant, chez Raymond Domenech, la compétence n'a jamais suffi à faire oublier le style. Il parlait sec, il parlait cru, il parlait contre l'air du temps, ou du moins contre ce que l'on attendait d'un sélectionneur national. Reuters le décrivait déjà en 2009 comme un homme qui se complaisait dans la controverse. Son parcours public regorge de phrases mal reçues, de sorties ambiguës, de cette manière de répondre qui semblait moins destinée à éclairer qu'à piquer. Même après sa carrière d'entraîneur, il est resté fidèle à cette identité. En 2024, l'équipe le présentait encore comme « notre consultant », preuve qu'il n'avait pas quitté l'arène, seulement changé de siège. C'est d'ailleurs peut-être là que commence vraiment le mystère Domenech, car plus il se montrait cassant, plus le public cherchait derrière cette cuirasse un homme plus simple, plus vulnérable, plus sentimental qu'il ne voulait le laisser paraître. Cette intuition a pris un nom, un visage, une histoire. Estelle Denis. Leur relation, née dans l'univers des plateaux télé, a duré près de 20 ans. 2 enfants sont nés de cette histoire, Victoire en juillet 2004 et Merlin en juillet 2007. Dans l'imaginaire collectif français, ce couple a longtemps ressemblé à une énigme. D'un côté, une journaliste sportive populaire, précise, lumineuse. De l'autre, un homme de football à la réputation rugueuse, imprévisible, souvent irritante. Et pourtant, cela a tenu longtemps. Bien plus longtemps que bien des unions plus lisses. Ce qui fascinait, ce n'était pas seulement l'amour, c'était le contraste. Beaucoup n'ont jamais cessé de se demander ce qu'Estelle Denis voyait vraiment chez Raymond Domenech, et, inversement, ce que Domenech cherchait dans cette relation si exposée. Était-ce une alliance improbable entre deux mondes, une complicité plus profonde que ne le laissaient croire les caricatures, ou la preuve que cet homme, que tant de Français trouvaient cassant, possédait dans l'intimité une fidélité et une densité que la télévision ne savait pas montrer? La question a traversé les années sans réponse nette, parce que le couple protégeait l'essentiel. Et plus il le protégeait, plus le public projetait ses propres récits. Puis survient la scène qui a figé Raymond Domenech dans la mémoire populaire, comme si toute sa trajectoire devait un jour se résumer à quelques secondes de direct. Le 17 juin 2008, après l'élimination de la France face à l'Italie lors de l'Euro, alors que les supporters attendent une explication, un mea culpa ou au moins une parole de football, Domenech demande Estelle Denis en mariage à la télévision sur M6. L'équipe rappelle que 13,2 millions de téléspectateurs ont vu ce moment. D'un point de vue sentimental,
La séquence pouvait sembler folle, romanesque, presque désespérée. Mais dans le contexte d'une débâcle sportive, elle est reçue comme déplacée, théâtrale, incompréhensible. Beaucoup y voient non pas une preuve d'amour, mais un aveu d'aveuglement. L'homme qui aurait dû parler du naufrage collectif semblait soudain ne parler que de lui. C'est là que l'histoire de Raymond Domenech bascule dans quelque chose de plus profond qu'un simple désaccord sportif. Ce soir-là, il ne perd pas seulement une partie de son crédit de sélectionneur, il devient un symbole. Le symbole d'un homme qui, face à la crise, choisit le détour imprévisible. Le symbole aussi d'un personnage qui transforme tout en scène, même le malheur. Des années plus tard, lui-même reconnaîtra à propos de cette demande « J'ai été stupide ». Et c'est peut-être l'un des rares moments où le masque s'est fissuré franchement, car derrière le geste resté célèbre, il y avait peut-être moins de narcissisme qu'un réflexe maladroit d'homme débordé, incapable de revenir au langage simple quand le monde l'attendait sur ce terrain-là. Mais Raymond Domenech n'aurait pas autant irrité la France s'il n'y avait eu que cette soirée-là. Dès avant 2010, son image était déjà profondément abîmée. Son ton, jugé méprisant par certains, agacé par d'autres, lui collait à la peau. En 2007, Reuters rapportait ses ennuis avec l'UEFA après des propos polémiques sur l'arbitrage et le football italien. En 2010, un sondage relayé par Le Point le classait parmi les personnalités les plus agaçantes pour les Français. Et chez les sportifs, parmi les plus crispantes aux côtés de Franck Ribéry. Ce n'était pas un simple déficit de popularité, c'était une rupture affective entre un homme et une partie du pays. La France du football ne lui reprochait pas seulement de perdre, elle lui reprochait de perdre sans plaire, de parler sans consoler, de diriger sans rassurer. Et pourtant, il serait faux d'écrire son histoire comme une longue descente. Le grand contrepoint, l'éclair qui a tout compliqué, s'appelle 2006. Raymond Domenech mène alors la France jusqu'en finale de la Coupe du Monde. La FFF le rappelle dans sa biographie officielle. Sans cette campagne allemande, Domenech serait resté un technicien contesté parmi d'autres. Avec elle, il devient un paradoxe vivant. Comment un homme si mal aimé a-t-il pu conduire les Bleus si haut? Comment celui qu'on caricaturait en sélectionneur lunaire a-t-il réussi pendant quelques semaines à tenir un groupe de vétérans, à accompagner le retour de Zidane et à ramener la France tout près d'un deuxième titre mondial? C'est cette contradiction qui a longtemps entretenu le mystère. Domenech n'était ni totalement imposteur, ni jamais tout à fait reconnu. Le problème, c'est que dans l'histoire collective, une chute spectaculaire efface souvent plus vite qu'un exploit. Et la chute s'appelle 2010. En Afrique du Sud, tout ce qui pouvait se fissurer se brise. Nicolas Anelka est exclu après avoir insulté son sélectionneur. Les joueurs entrent ensuite dans la séquence hallucinée de la grève de Knysna. La France sort dès le premier tour. Et Domenech ajoute encore à l'incompréhension générale en refusant la poignée de main de Carlos Alberto Parreira après le dernier match. Reuters rappellera ensuite que Domenech qualifiait les mutins de « horrible unthinking brats », tout en reconnaissant sa propre part de responsabilité. Plus tard, après ce fiasco, il est licencié pour faute grave, avant de parvenir à un accord financier avec la France en FEF en 2011, 575 000 € d'indemnité de licenciement et 400 000 € de dommages, selon Reuters. Voilà pourquoi Raymond Domenech reste un personnage si difficile à raconter honnêtement. Il est trop simple d'en faire un bouc émissaire absolu, et trop facile aussi d'en faire un incompris romantique. La vérité, plus inconfortable, se trouve entre les deux. Oui, il a servi de paratonnerre à une équipe de France en crise de gouvernance et de vestiaire. Oui, certains ont vu en lui l'homme parfait à détester. Mais oui aussi, il a commis des erreurs immenses de communication, de leadership, de perception. Il n'a pas seulement été victime du chaos, il a souvent paru l'aggraver par sa manière d'être. Chez lui, la défense des joueurs et la maladresse verbale se mélangeaient au point de devenir indiscernables. Il voulait parfois protéger, mais ses mots blessaient. Il voulait parfois tenir, mais son ton donnait l'impression d'écraser. Le plus étonnant peut-être est qu'après une telle disgrâce, Raymond Domenech n'a jamais tout à fait disparu. Comme si le football français, malgré lui, ne pouvait se passer complètement de cet empêcheur de tourner en rond. On le revoit comme consultant, comme commentateur, comme voix grinçante dans le paysage médiatique. L'équipe continue en 2024 à le présenter comme l'un de ses consultants. Il reste aussi longtemps lié au syndicat des entraîneurs, l'UNECATEF,
qu'il préside à partir de 2016 avant d'être remplacé en 2024 par Bertrand Rezeau. L'homme rejeté n'est donc jamais totalement effacé. Il demeure une présence, presque une conscience irritante du football français, celle qui dérange au lieu de flatter. Sa tentative de retour la plus spectaculaire sur un banc reste néanmoins celle de Nantes. Fin 2020, le choix surprend, intrigue, divise. Certains y voient une résurrection, d'autres, une provocation. L'expérience tourne court. Reuters rappelle qu'il est limogé en février 2021, après seulement 6 semaines et une série de mauvais résultats. Là encore, l'image est cruelle. Domenech revient pour prouver qu'il est autre chose qu'un vestige médiatique. Mais le réel ne lui laisse pas le temps de reconstruire quoi que ce soit. Comme si sa légende tardive était condamnée à n'être qu'un retour avorté. Même hors du terrain, Domenech continue d'exister par l'écart. Amateur de théâtre, il a joué son propre rôle dans une scène du Cœur des hommes de Marc Esposito, finalement coupé au montage, détail presque symbolique pour un homme qui semble avoir passé sa vie à apparaître là où on ne l'attendait pas et à être retiré là où il voulait s'installer. Ce n'est pas anecdotique. Chez lui, le goût de la scène ne s'est jamais limité au football. Il y a toujours eu quelque chose de théâtral dans sa manière de parler, de tenir un rôle, de créer une tension. Comme s'il avait compris très tôt qu'en France, on pardonne parfois moins l'ennui que l'excès. Et lui, l'excès, il l'a toujours préféré au lissage. Il faut aussi parler du corps, parce que le personnage public de Raymond Domenech a longtemps donné l'illusion d'une dureté invincible. En réalité, lui aussi a connu ses alertes. En 2010, l'équipe rapportait qu'il souffrait d'une hernie discale. En 2016, la presse People évoquait un problème de santé bizarre dont il disait aller mieux quelque temps après. Et ces dernières années, les récits sur ses ennuis physiques, moins spectaculaires que ses polémiques mais plus humains, ont rappelé une évidence brutale. Les hommes que l'on réduit à leur caractère finissent eux aussi par être rattrapés par leur fragilité. Chez Domenech, l'âge n'a pas adouci la parole, mais il a rendu visible la fatigue des années. Reste alors la grande question intime. Qu'est devenu l'homme après Estelle Denis? Officiellement, leur rupture n'est rendue publique qu'en 2022, alors que plusieurs médias indiquent qu'ils étaient séparés depuis 2020. Les deux ex-conjoints ont toutefois laissé l'image d'une séparation apaisée, d'une relation restée correcte pour leurs enfants. C'est essentiel, parce que cela dément l'un des fantasmes classiques de la presse de célébrité. Non, tout ne s'est pas transformé en guerre. Non, l'histoire n'a pas fini dans l'humiliation publique. Elle s'est défaite, simplement, après avoir duré presque 20 ans. Et c'est peut-être plus poignant encore. Les amants les plus fortes ne s'écroulent pas toujours dans le fracas. Parfois, elles s'usent en silence, sans haine, avec ce reste de tendresse qui empêche même la rupture de devenir un spectacle. Puis, au printemps 2025, Domenech est aperçu à Roland-Garros avec une nouvelle compagne. Des photos d'agence et plusieurs titres People relaient cette apparition. Et en avril 2026, plusieurs médias People, citant une confidence donnée au Figaro, rapportent qu'il annonce un mariage imminent en Italie, le 17 avril, sans révéler l'identité de celle qu'il s'apprête à épouser. Sur ce point, il faut être précis. L'existence de cette nouvelle relation est largement relayée et l'annonce du mariage aussi. En revanche, l'identité de la nouvelle épouse demeure discrète dans les sources consultées, ce qui alimente naturellement la curiosité. Autrement dit, le mystère n'est pas qu'un effet de style. Il existe réellement dans l'espace public, parce que Domenech, pour une fois, semble avoir choisi le secret plutôt que la mise en scène totale. Et c'est ici que la phrase de départ prend tout son sens. À 74 ans, Raymond Domenech finit par admettre ce que l'on soupçonnait. Mais que soupçonnait-on vraiment? Pas un scandale, pas une noirceur cachée, peut-être quelque chose de plus simple et de plus troublant. Que derrière le provocateur, il y a toujours eu un homme incapable de vivre tiède. Un homme qui aime comme il entraîne, par bloc, par fidélité entière, par gestes excessifs, par silence parfois incompréhensible. Un homme qui s'expose trop, puis qui se ferme tout à coup. Un homme public qui a passé sa vie à paraître plus dur qu'il ne voulait peut-être l'être. Cette hypothèse n'efface rien. Elle n'absout ni 2008, ni 2010, ni les phrases qui ont trop souvent fait mal. Mais elle permet de regarder autrement ce visage si souvent figé dans la caricature. Les Français ont longtemps cru connaître Domenech parce qu'ils le désapprouvaient. C'est une erreur fréquente.
Détester un personnage ne signifie pas le comprendre. Car au fond, l'histoire de Raymond Domenech n'est pas celle d'un monstre froid, ni d'un simple martyr médiatique. C'est l'histoire d'un homme qui a passé des décennies à confondre la franchise avec la rudesse, la défense avec la crispation, l'autorité avec le refus de plaire. Il a connu l'honneur suprême d'une finale mondiale et l'humiliation presque définitive de Naïsna. Il a aimé une femme célèbre pendant près de 20 ans, l'a demandé en mariage dans le pire moment possible, ne l'a jamais épousée, l'a quittée sans vacarme public, puis, à 74 ans, aurait choisi l'Italie pour recommencer ailleurs, plus discrètement. Vu de loin, tout cela ressemble à une succession de contradictions. Vu de près, cela ressemble davantage à une même obsession, ne jamais faire les choses à moitié. Alors oui, Raymond Domenech demeure un homme qui dérange. Il suffit de voir qu'en 2024 encore, ses prises de position pouvaient susciter des réactions vives, qu'il s'agisse de ses commentaires sur les Bleus ou d'autres sorties jugées inutilement provocatrices. Le temps n'a pas poli le personnage, il l'a simplement déplacé. Il n'est plus au bord du terrain avec les clés de l'équipe de France. Il est dans le débat, dans la réaction, dans la phrase qui pique. Certains y verront la preuve qu'il n'a rien appris. D'autres diront au contraire qu'il est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Mais si l'on veut être juste, il faut laisser à Raymond Domenech ce que peu d'hommes publics acceptent de payer. Le prix d'être resté impossible à simplifier. Il n'a jamais été seulement le sélectionneur du fiasco. Il n'a jamais été seulement l'amoureux qui demande en mariage en direct. Il n'a jamais été seulement le technicien qui a conduit la France en finale en 2006. Il est l'addition bancale, violente, parfois touchante, souvent irritante, de toutes ces versions-là. Et c'est peut-être pour cela qu'on continue de parler de lui. Parce que certains destins ne deviennent pas des légendes par leur pureté, mais par leurs failles. À 74 ans, Raymond Domenech ne livre peut-être pas une confession au sens où la télévision adore ce mot. Il offre quelque chose de plus dérangeant. La preuve qu'après tant d'années de vacarme, un homme peut encore choisir de protéger ce qui lui reste de privé. Et cette fois, le public se retrouve dans une situation inhabituelle face à lui. Il sait qu'il se passe quelque chose d'important. Il en voit les contours, il en devine la portée, mais il ne possède pas toute l'histoire, exactement comme autrefois. Sauf qu'aujourd'hui, le mystère ne tient plus à ses provocations. Il tient son silence. Et si c'était cela, finalement, ce que nous soupçonnions depuis toujours sans parvenir à le formuler? Que Raymond Domenech, derrière le bruit, derrière les polémiques, derrière le théâtre, derrière les maladresses et les chutes, a toujours été un homme de passion absolue, maladroit dans la forme, parfois insupportable dans le ton, mais incapable de vivre autrement qu'entièrement. Mais il reste une dernière zone d'ombre que Raymond Domenech n'éclairera peut-être jamais totalement. Car derrière ces silences récents, derrière ce mariage discret en Italie, certains se demandent encore s'il s'agit de nouveaux départs ou d'une manière élégante de tourner définitivement une page qu'il n'a jamais su vraiment expliquer. A-t-il fui le tumulte médiatique ou a-t-il enfin trouvé un équilibre loin des projecteurs qui l'ont si souvent trahi? Ceux qui l'ont observé toute sa vie savent une chose. Domenech n'a jamais changé pour plaire. Et peut-être que cette constance, aussi dérangeante soit-elle, est sa forme la plus sincère de vérité. Une vérité imparfaite, humaine, et finalement profondément solitaire. Si cette plongée dans le destin de Raymond Domenech vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines grandes histoires.